qui se met devant, ils sont cagoulés, armés. Il se prend un coup de crosse pour sortir de la voiture et un autre coup de crosse pour rentrer dans leur voiture. Je sors moi-même pour éviter de me faire tirer. Surtout ce qui me saute aux yeux, c'est que du coup mon collègue irakien lui a le crâne en sang. On va mourir quoi, c'est terminé, bonsoir. 66 jours de captivité, tu vois rien de ce qui se passe, tu ne sais rien. À ce moment-là on savait pas, on pensait qu'on allait rester des années quoi. Bienvenue dans Coïncidence Story, votre nouvelle émission où vous allez découvrir des profils et des histoires passionnantes. Imagine, tu es en mission humanitaire, tu es là pour aider les autres. Un jour, des hommes arrivent, on te force à rentrer dans une voiture, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas ce que tu vas vivre. Et surtout, tu ne sais pas si tu vas survivre. Ce que tu es en train de ressentir derrière ton écran, Julien l'a vécu et il va nous raconter aujourd'hui son histoire et comment il s'est sorti de cette situation et quelles en sont les conséquences sur la vie qu'il mène aujourd'hui. Il a passé 66 jours en captivité en Irak et aujourd'hui il est avec nous. Bienvenue Julien. Merci. Bienvenue. Merci, bonjour. avec plaisir, et ça fait plaisir surtout. Merci d'être rendu disponible. Aujourd'hui tu vis à Orange, on est à Lyon, donc merci d'avoir fait la route et d'avoir accepté l'invitation. Évidemment on n'est pas sur un média national, mais on est le petit média qui monte. Et on se connaît assez pour faire cette interview de manière totalement décontractée. Donc Julien, tu vas nous raconter, si tu veux bien, ce qui s'est passé, comment tu l'as vécu, quels ont été les moments difficiles. Alors, est-ce que tu peux nous ramener au jour J? C'était quand? Qu'est-ce qui s'est passé? Et quel est le moment où tout bascule? On s'est fait enlever exactement le 20 janvier 2020, donc à Bagdad. On était 3 Français et un Irakien, tous salariés de l'association. C'est SOS Chrétiens d'Orient, une association qui aide les chrétiens d'Orient à rester sur leur terre. On était en déplacement à Bagdad. Moi j'habitais en Irak, mais j'habitais au Kurdistan, au nord de l'Irak, et je me rendais assez régulièrement sur Bagdad. Et donc là j'étais en déplacement avec mon collègue irakien, on venait d'Erbil. Un autre venait lui de Paris et un autre de Damas en avion. On s'est tous retrouvés le matin même. On avait un hôtel. Dans l'après-midi, on décide d'aller rendre visite à un évêque arménien catholique qui nous avait aidé à obtenir les visas pour se rendre à Bagdad, parce que c'est très compliqué d'avoir des visas là-bas. Et donc sur la route, c'est donc en plein centre-ville de Bagdad. En fait, à ce moment-là, il y avait des grosses manifestations anti-Iran. Il y avait des grosses tensions entre les États-Unis et l'Iran. Il y avait eu Soleimani, un général iranien, qui s'était fait tuer 3 semaines avant entre l'aéroport de Bagdad et la ville par drone américain. L'ambassade des États-Unis avait été attaquée, il y avait des manifestations tous les vendredis. Et donc l'ambassade nous a dit qu'on pouvait venir, mais qu'on devait rentrer avant le vendredi. On avait prévu de rentrer le samedi, on a dit rentrez plutôt le jeudi. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on va changer nos billets dans une agence. Là-bas on peut pas faire en ligne, il faut aller en agence. Après être allé dans cette agence, on se met en route pour aller à l'évêché arménien catholique. Donc on prend un taxi un peu au hasard. On passe devant l'ambassade de France. Donc on est vraiment en plein centre-ville. On sent des odeurs de pneus brûlés. Donc on sait qu'on n'est pas très loin des manifestations, mais on les voit pas. Il y a beaucoup d'hommes en armes dans toute la ville. C'est commun là-bas. C'est assez habituel, mais là, avec le contexte, il y avait plus que d'habitude. Et donc, voilà, en fait, un carrefour, où le taxi ralentit. Il y a un 4x4 qui vient et qui fait une queue de poisson, qui se met devant, ils sont cagoulés, armés. Ils sortent de la voiture. Donc, au début, on se dit, ils sont en train d'aller sur la manif. D'aller arrêter des manifestants ou quelque chose comme ça. Et en fait, on voit qu'ils nous regardent et qui viennent du coup vers nous. Au début, on comprend pas forcément, ça va très vite. Et alors sur le coup, je m'en rends pas compte, mais il y a aussi une autre voiture derrière qui... on est pris en étau. Et donc ils sortent tous, ils sont en paramilitaire, en noir, cagoulés, armes automatiques, et donc ils nous font sortir un par un de la voiture. Notre collègue irakien lui résiste un peu, donc lui il se prend un coup de crosse pour sortir de la voiture et un autre coup de crosse pour rentrer dans leur voiture. Je sors moi-même pour éviter de me faire tirer. Voilà. Je me dis, je coopère et je sors. Tu coopères, ok. Ouais, dès le début, alors ça, on nous prend nos portables, nos montres, T'as plus rien. portefeuille, tout ça direct. Je sais plus comment je mets les mains sur la tête, peut-être, je sais plus. Et on te met dans une voiture. Et voilà, on me fait monter directement. Là, on me pousse à l'arrière, sur la banquette arrière, quoi. À ce moment-là,
Tu penses à quoi? Est-ce que tu réalises que c'est grave ou c'est trop violent pour que tu comprennes ce qui se passe et ce que tu es en train de vivre, quoi? Alors il y a beaucoup de sentiments qui se bousculent. Surtout ce qui me saute aux yeux, c'est que du coup mon collègue irakien lui a le crâne en sang et il hurle. Donc bon, c'est pas très rassurant. C'est un grand mot, mais Oui, j'étais mais pas si paniqué que ça. Et le voyant lui paniquer, bon, ça t'a fait monter la température. Ouais, vu le contexte, je vous être très compliqué entre États-Unis et Iran. La première chose qui me venait à l'esprit, le pire scénario, quoi, qu'ils nous prennent pour des Américains. Et tu pas dans ma tête, à ce moment-là, j'étais un peu persuadé qu'ils allaient nous emmener devant l'ambassade des États-Unis et nous pendre devant, tout comme ça. Et ensuite, tu te dis quoi? Je vais mourir? Même pas, t'as pas le temps d'y penser, tu subis, quoi. Je me dis, ils vont nous tuer devant l'ambassade. C'est la première chose qui me vient, donc je dis, on va mourir. Et très rapidement, ouais, ils nous font baisser la tête, donc on voit rien. Que vu qu'on nous force à pas voir, le cerveau se focalise sur le bruit pour essayer d'analyser au maximum ce qu'ils disent, même si je parle pas très bien arabe, mais je comprends 2-3 trucs. Comprendre la route au bruit, aux sensations de où on va, tout ça. Et on se focalise beaucoup là-dessus, on se dit, s'ils nous empêchent de voir, c'est que ça va être important de voir. J'essaye de retenir où on va, d'essayer d'analyser qui c'est, ce qu'ils veulent. Sur le coup, j'essaie de comprendre, quoi, avec leur comportement, ce qu'ils disent. D'accord. Voilà. Et là, tu comprends quoi? Déjà, ils sont pas en train de crier à la Wakbar, donc je me dis, bon, c'est pas Daesh. Vu le contexte, Bagdad, c'est une ville complètement chiite, donc le risque que ce soit Daesh était très peu fort. Aussi, ils étaient avec des sirènes de police, en fait, et ils arrivent à circuler alors qu'il y a des hommes en armes un peu partout. Donc ça a l'air d'être quelque chose quand même plus ou moins lié à l'État. Voilà. D'accord. Donc on dit c'est l'option la moins pire, quoi. On dit c'est peut-être vraiment l'État, alors même si l'État irakien est très défaillant, mais quelque chose qui est en lien avec l'État. Et peut-être qu'ils se sont un peu trompés, quoi. Ils nous ont pris pour des autres. Et au mieux, ils vont vouloir de la thune. C'est ça l'idée, peut-être? Tu te rassures un peu comme ça? Ou au mieux, ils vont nous interroger 2 jours et puis ils nous relâchent parce qu'ils se sont rendus compte qu'on était français, qu'on n'avait rien à voir. D'accord. À ce moment-là, ouais, on sait pas trop. On voit, quand on regarde un film, on voit des otages qui crient, des otages qui se débattent. Tu réagis comment à ce moment-là? Ça dure longtemps, cette route-là? Nous, on est derrière, on est 2. Il y en a un autre à notre droite. Et à l'avant, donc il y a le chauffeur et le passager. Et ils sont très très agités, ils hurlent, ils crient. Ils sont plus tendus que moi presque. C'est-à-dire qu'on sent qu'il faut qu'ils aillent vite. Ils roulent tellement comme des dingues. Déjà, c'est la base là-bas de rouler très vite. Mais alors, eux roulent particulièrement vite. Ils évitent une voiture de justesse, c'est celle de derrière qui la tape. Je sais pas, au bout de 15-20 minutes, on quitte la ville. Ils s'arrêtent au bord de la route. Ils nous font descendre, donc pareil, toujours à tête baissée, on voit rien. Hein. Et ils nous font monter dans une autre voiture. Là, on est plutôt dans le coffre. Enfin, gros coffre, mais on est dans le coffre avec un qui est à moitié assis sur nous. Donc en fait, quand ils nous enlèvent, c'est vraiment la fin de journée, le début de la nuit. On roule, on roule pendant environ 1h30, on arrive dans une espèce de base où ils nous mettent. Et donc on est dans un lieu qui ressemble à une espèce de vieux hangar. Enfin là, on met un moment de calme, on leur demande du coup, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous voulez? Et ils nous disent, ils nous disent l'équivalent des services de renseignement. Bon, c'est un peu vague là-bas. Et voilà, c'est l'Irak, c'est comme ça. Voilà. Premier truc qu'ils me disent, c'est ça. Ça paraît le plus crédible vu le contexte. C'est ce que tu t'étais dit, ok, d'accord. Voilà. T'es enfermé, dans quoi, dans où? Tu dors, t'as peur de dormir, première nuit. Et donc là, première nuit, donc ils nous laissent comme ça. On est couché, on est 20 janvier, il fait quand même bien froid. Il y a une porte qui ne ferme pas, c'est une espèce de grille. Toute l'air qui passe, on dort sur un tapis par terre. Il nous file 2 couvertures doubles pour 4. On a très froid et on dort recroquevillé par terre, on n'osait même pas s'allonger, ils nous disent si allongez-vous. On arrive à dormir, mais en fait on dort jamais vraiment bien longtemps. T'as jamais pensé à te barrer? Ça nous a traversé l'esprit, mais en fait en raisonnant plus que... Enfin, il suffit de raisonner 2 minutes pour se dire que déjà très terre à terre, ils nous ont pris nos chaussures au bout du 2e jour, donc oui, courir pieds nus c'est compliqué. En fait on sait pas où on est. Et mine de rien, pour le contexte irakien, c'est peut-être pas les pires. Donc ça, si on se barre et qu'on tombe sur d'autres, ils seront peut-être encore pires qu'eux. Donc, et pour aller où? Enfin, sans téléphone, sans rien, c'est même pas bien. Dès la première nuit, on a été réveillés par des tirs. En fait, ils ont tiré juste devant la porte. Donc là, ça résonne de partout. On se dit, bah, enfin, moi je me suis dit, on est attaqué. Enfin, peut-être français, machin, ils viennent nous chercher. Ils sont rapides. Et en fait, bon, il n'y a pas d'agitation, il y a des bruits de tir, mais il y a pas de, ça court pas partout au bruit. Et en fait, on comprend qu'ils sont en train de se marrer. Donc peut-être qu'ils tirent sur les hyènes, peut-être qu'ils s'amusent à nous faire peur. Ou alors c'est toutes les nuits, ils se mettent à tirer. C'est leur jeu, ou alors c'est pas trop à ce moment-là. Tu comptes les jours? Tu pries? Tu parles à quelqu'un, même dans ta tête? On arrivait déjà à garder la notion du temps.
ce qui est, je pense... Avec le jour et la nuit? Oui, alors, parce qu'on a fait 4 lieux différents, à part un lieu, on était vraiment dans une cave. Là, c'était compliqué de vraiment savoir si c'était le jour ou la nuit, mais on y est quand même arrivé par des petites astuces. Sinon, en fait, on savait qu'on avait été enlevé le 20 janvier 2020, et chaque jour, on rajoutait un jour. Et du coup, quand on était libéré, on savait pile poil quel jour on était. Donc le fil rouge, c'était de se dire plus 1. Ouais, c'est ça. Et en plus, on n'avait pas de papier, on n'avait pas écrit sur les murs comme dans les films. C'était vraiment dans notre tête, quoi. Et le fait d'être plusieurs, on se le répétait. Okay. Chaque jour, on se le répétait. Tu parlais à qui? Alors, on parlait entre nous. Déjà, vu qu'on était 4, ça c'était une grande aide, hein, parce que si j'étais seul, ça n'aurait pas été la même captivité. Donc entre nous, on arrivait à parler de... évidemment, le premier sujet, c'était quand même notre situation, mais on arrivait aussi un peu à s'évader et à parler d'autres choses, quoi, de ce qu'on ferait après, évoquer nos souvenirs, de tout et de rien. On arrivait quand même à faire ça. Et sur des choses très terre à terre, comme tu l'as dit, on enlève nos chaussures, etc. Ça se passe comment pour manger, pour aller pisser, pour aller aux chiottes? Ça se passe comment? Donc il fallait demander à chaque fois pour y aller, ça durait une semaine. Mais tout le reste de la captivité, on avait à disposition un coin toilette. Alors c'est très très rudimentaire. La première semaine, c'était même pas un toilette à la turque, c'était un trou dans l'angle du mur, fait au perfo. C'est avec un robinet, c'est là où aussi on pouvait se laver. Par contre, on est d'accord, pas de lit, rien du tout. Hein. C'est même le sol. Ça t'est jamais arrivé d'avoir un lit? Alors si, au bout de 15 jours, on a eu des semblants de lits. Enfin, si, des lits quand même. Mais les matelas, c'était des matelas de transat, quoi. Deux. Donc c'était un peu plus épais, mais c'était pas de grand luxe. Et pour la nourriture, du coup, alors ça, c'était quand même un sujet. Au début, on était nourris 3 repas par jour, petit déjeuner, machin. Ils nous donnaient la même chose. On sentait qu'ils nous donnaient la même chose que ce qu'ils mangeaient eux. Des plats préparés. Voilà, l'irakienne, hein, beaucoup à base de riz, de poulet, des soupes, tout ça. Alors le matin, c'était pas les cornflakes, hein, c'était concombre, tomates et un peu de fromage frais. T'as jamais eu faim? Alors si, c'est arrivé. Quand on a fait les 15 jours dans une cave, donc c'était la 3e, 4e semaine, là on était plus dans la banlieue de Bagdad. Et donc là on sentait, vu que c'était en ville, ils pouvaient pas préparer comme ils voulaient. Et là ils nous donnaient des conserves, mais c'était beaucoup plus aléatoire. Quand ils nous en donnaient, on savait pas pour combien de temps. Donc en fait là c'est arrivé, je pense que c'était plus un oubli qu'une volonté absolue. Pendant à peu près 48 heures, hein, c'était compliqué de savoir exactement, on n'avait pas de montre, mais qu'on ait 2 boîtes de thon pour 4 une fois pour 48 heures. Et en plus on ne sait pas vraiment quand on aura la suite. Au bout de 3 semaines, on a commencé à jeûner volontairement le mercredi et le vendredi. Vu qu'on savait quel jour on était, on pouvait le faire. Donc on mangeait que du pain ces jours-là. En gros, c'était une démarche religieuse pour rendre la prière plus productive, on va dire, mais aussi pour montrer que bon, on a un pouvoir de décision aussi. Voilà, c'est pas parce qu'on nous amène à manger qu'on mange forcément. Et en fait, on n'est pas que soumis là. Voilà. C'est de se dire, on arrive à décider d'un truc, se raccrocher à ça. C'est ça. En fait, la nourriture était devenue un vrai sujet parce que, en fait, du jour au lendemain, on est vraiment relégué au rang d'objet. On décide plus rien, même notre vie, du coup, c'est pas nous qui, bon, même si dans la vraie vie, on décide pas non plus le jour où on meurt, mais là, on est quand même vraiment dépendant des autres. On a envie d'avoir des moyens d'action. Et en fait, ils sont tellement limités. Un des moyens, c'est vraiment la relation qu'on a avec les gardiens. Parce qu'en final, on échange très très peu, mais du coup, le peu d'interaction qu'on a, pour nous, est très important, parce que c'est le seul lien avec le monde extérieur. Mais aussi, la nourriture est un biais d'action qui paraît... on n'y pense pas forcément instinctivement, mais qui est important pour nous. C'est la seule décision qu'on peut prendre, manger, pas manger. Et du coup, en fait, rapidement, donc il y a ce jeûne qui dure 2-3 semaines. Et après, on ne mange plus qu'un repas par jour. Ils t'amènent à manger et tu manges pas? Alors ouais, on leur a quand même dit. On a dit, bah maintenant, on mange plus que le matin. Alors ils amènent encore, le midi, ils n'amenaient plus, du coup, on leur avait dit. Ils amenaient un peu le soir. Et alors l'Irakien, lui, continuait à manger tous les soirs, parce qu'il voulait pas spécialement. Nous, bon, ça arrivait quand même, on n'est pas non plus des Allemands, qu'on tape un peu dedans dans la nuit, puisque c'était un grand plat, mais on n'était pas non plus, à manger beaucoup, qu'on a tous perdu au moins 10 kilos. C'était vraiment aussi voilà, pour leur montrer qu'on était pas bien, quoi. Et en fait, en se disant, si on montre qu'on n'est pas bien, bah, ça va peut-être remonter là-haut, et ça va faire accélérer les négociations. En tout cas, bon, c'était le maigre espoir qu'on avait en faisant ça. Voilà. Le pire moment, c'est quoi? Le pire moment de tout ça?
66 jours, on le rappelle, 66 jours de captivité. Tu vois rien de ce qui se passe, tu ne sais rien. T'es pas vraiment violenté physiquement, mais t'es violenté moralement. On en parlera. C'est quoi le pire moment? Alors il y en a un, c'est au bout d'une semaine. Alors les lumières étaient tout le temps allumées, alors que normalement en Irak, l'électricité coupe très régulièrement avec les coupures et tout. Donc là, ça montrait que c'était une infrastructure quand même bien organisée pour qu'il y ait l'électricité qui coupe pas. C'est pas des amateurs. Et là, à un moment, l'électricité coupe, donc la nuit. Et là, ils nous font sortir de la... C'est la première fois que ça arrivait, qu'ils nous fassent sortir de notre cachot, on va dire. Et là, vraiment un peu précipité, ils arrivent, ils chargent leurs flingues, toujours les yeux bandés. On se tient les uns à l'épaule de son voisin de devant. Et ils nous font sortir et ils nous amènent à l'arrière du bâtiment. Alors, dans l'inconscient collectif, toujours l'arrière du bâtiment, c'est rarement bon signe. Moi, je me suis dit, on va mourir, quoi. C'est terminé, bonsoir. Donc là, c'était au bout d'une semaine. Et en fait, non, ils nous font asseoir dans un autre endroit. Alors là, ils commencent à nous parler un peu de tout et rien pour détendre. Et puis ça dure 1 heure et ils nous ramènent. Est-ce que c'était est-ce que c'était une vraie raison ou un coup de bluff pour nous faire la pression? C'est stabilisé. Il y a eu beaucoup de pression psychologique. Hein. Voilà. Donc ça c'est un moment. Voilà. T'as eu peur. Alors, on avait vraiment cru mourir, donc effectivement, c'est quand même pas mal. La première pensée qui me vient quand on dit on va mourir, c'était d'être frustré de ne pas pouvoir plus dire au revoir aux 3 autres. À ce moment-là, j'ai dit bon, j'aimerais bien au moins leur dire au revoir. Et le deuxième, donc là c'est au bout d'un mois, donc quand on est dans la cave, ça fait 15 jours qu'on est dans la cave, et là on vient nous dire, avec beaucoup d'entrain, que ça y est, c'est fini, on va être libéré, tout ça. Alors, ils rentrent dans 1000 détails pendant 1 heure, comment ça va se passer, tout ça. Voilà, on est content pour vous, ils disent vraiment on est content, c'est fini, voilà. Et en fait, donc là on repart dans une voiture à l'arrière d'un coffre. Donc on était dans la banlieue de Bagdad et on retourne dans le lieu, dans la caravane. À la route, on comprend qu'on retourne à peu près au même endroit. On n'est jamais sûr à 100% parce qu'on voit rien, voilà. Mais au bruit et tout ça, et à la durée et compagnie. Et donc dans notre tête, s'éloigner de Bagdad, ça veut pas dire libération. Ah, bah oui. C'est normalement ambassade, ONU, machin, c'est tout sur Bagdad, quoi. Donc là, on comprend qu'en fait c'était du pipeau et qu'on n'est pas du tout libre et qu'en fait c'est le début de. C'est la pire pression psychologique. Là, c'était les jours qui ont suivi. Enfin, à ce moment-là, les jours qui ont suivi, j'étais vraiment très déprimé parce qu'on pensait vraiment être libre. On s'était pris dans les bras et tout. Voilà, c'était fini, quoi. Et en fait, c'était au final la moitié à peu près. Mais à ce moment-là, on savait pas. On pensait qu'on allait rester des années, quoi. Il y a eu un moment, est-ce qu'il y a eu un regard, un geste, une parole où tu t'es dit le mec en face de moi, c'est pas juste un ravisseur, il a peut-être une part d'humanité. Tu t'es déjà dit ça? Oui, parce que en fait, il y a quand même la vie courante, hein, qui au quotidien, il y a les aspects courants qui font que c'est humain, ils sont humains. Alors oui, une fois, ils jouaient un peu au bon et au mauvais, pas flic du coup, mais ravisseur peut-être, des fois. Alors, c'est toujours très frustrant quand on voit pas les gens et que c'est que du son. Parce que des fois, on est même, vu qu'il y a des voix qui se ressemblent, on n'est jamais sûr de savoir qui nous parle. Et une fois, oui, à chaque fois, il nous faisait faire les allers-retours pour aller aux toilettes. Et une fois, il m'emmenait, il était un peu content, il m'emmenait un peu en dansant, plus ou moins. En fait, eux aussi s'embêtaient dans ce moment-là parce qu'ils devaient nous garder. Ordres, en fait. Ah oui, c'est les ordres. En fait, c'est un contexte où, en gros, c'était une milice qui nous a enlevés. Ils ont des ordres, ils sont là pour nous garder. Ils nous détestent pas. Mais si on leur dit qu'il fallait nous tuer, ils le feraient, on le ferait peut-être pas eux, le ferait pas d'autres. Et de temps en temps, ils essaient de nous rassurer, ils nous disaient ah ouais, vous allez sortir demain, tout ça. Donc là, c'était plus ou moins pour être gentil avec nous, donc il y avait un peu une part d'humanité là-dedans aussi. Mais... Tu leur en veux aujourd'hui? Je leur en veux quand même du mal qu'ils nous ont causé. Après, je sais qu'ils font partie d'un système, d'un mode de fonctionnement et que c'est un tel chaos ce pays que chacun fait un peu comme il peut pour s'en tirer. Et eux, ça a été leurs moyens, cette milice, c'est le jeu, et puis au final ils nous ont quand même laissé sortir, donc je leur en veux de nous avoir gardés. Ça n'a pas duré si longtemps par rapport à d'autres otages qui durent des années, donc alors c'est pas pour autant le syndrome de Stockholm à dire que c'est mes meilleurs amis, mais je veux dire, ça aurait pu être bien pire finalement, donc je leur en veux de nous avoir gardés, mais quand même je les remercie de nous avoir... quand même voilà. Un jour ça s'arrête, vous Oui. êtes libre, c'est quoi le moment exact où tu te dis je vais vivre? C'est quand? Alors c'est compliqué de dire un moment vraiment exact parce qu'il y a plusieurs étapes. Donc au bout de 62 ou 3 jours, il y a le chef en fait qui vient nous voir et lui ça faisait plus d'1 mois qu'on l'avait pas vu à ce moment-là, c'est très très long. Et là il vient et il nous dit ça y est, vous allez être libre, machin. Alors là il nous raconte le Covid parce que nous on connaissait pas cette histoire. Cette histoire. Ah ouais, c'est fou. C'est nous qu'on a été enlevés le 20 janvier, le Covid, on connaissait même pas le nom.
Et on est sorti le 26 mars en plein Et confinement. le mec, il te dit, il y a le Covid. Et nous parle de tu ça, alors on dit qu'est-ce qu'il raconte lui encore, et parce qu'il nous raconte tellement de conneries qu'on se disait c'est une de plus, qu'il y a une épidémie, je sais pas quoi. Bon, alors du coup, et il nous dit voilà, vous allez être libérés et tout, et justement on lui dit, bah, on nous a déjà fait le coup, là. Donc c'était un mois d'écart, on nous a déjà fait le coup, si c'est pour nous dire des conneries encore une fois, merci. Alors on dit avec des pincettes, hein, mais... Et là il nous dit, oui, mais les autres fois c'était pas moi qui vous ai fait croire ça. Donc on dit effectivement, vu qu'on comprend que lui il était plus Ouais, gradé, lui, c'était le chef. ça veut peut-être plus dire quelque chose. Et effectivement, au bout de 3 jours, on repart en voiture, tout ça. Les conditions de trajet s'améliorent, c'est-à-dire qu'ils mettent des couvertures dans le coffre, on est attaché les bras devant, pas derrière. Dire ah tiens, c'est bon signe. Enfin des petits indices C'est comme fou ça. de se raccrocher à ça. Et après, on est dans un espèce de lieu où là, ils nous filment, qu'on dit qu'on était bien traités, machin, tout ça. Le lendemain, on est dans une autre équipe qui nous amène dans un bureau, où là, on voit du monde, ils nous enlèvent les lunettes, on voit plein de monde. Et après, on voit une personnalité politique irakienne qui est un ancien ministre. À ce moment-là, c'est pas trop. Alors là, il y avait des checkpoints de partout, à cause du confinement. Lui-même nous emmène, en fait, avec sa voiture, devant la résidence de l'ambassadeur, en fait. Et donc là, il nous lâche, passer les étapes, on arrive, on sonne. Il vous lâche sans rien dire. Il vous lâche. Ah oui, à ce moment-là, oui, bah c'est là quoi. Pas de chaussures, pas de téléphone, hein. On avait des claquettes, ouais. Ah non, plus de téléphone, plus rien, ils avaient tout gardé. Il est toujours là-bas, ton téléphone. Ouais. Ah, ils nous ont rendu passeport quand même. Passeport, carte vitale, enfin ce qu'on avait dans les portefeuilles, sauf le liquide, évidemment, Ouais. il est resté celui-là. Mais les papiers, le permis, le machin qu'on avait, ils nous ont rendu. Téléphone là-bas. Les téléphones, ouais, ils les ont gardés. Et du coup, là, on tombe sur des militaires irakiens qui gardent un peu l'entrée, puis après, on sonne et ça répond en français. Donc, je dis, ah, bah là, ça y est, c'est vraiment bon. Là, c'est l'ambassade de France. Alors, c'est la résidence de l'ambassadeur, exactement. Donc. Et vous dites quoi? Et ben, ça répond en français. Je me dis bonjour. Oui, c'est qui? Ouais, bonjour. Ouais. Et là, bah, on décline nos identités. On dit, ah bah oui, bah. On vous attendait? Oui, on vous Non. attendait. Bah oui. Et du coup, ils sortent et viennent nous accueillir. Ils vérifient quand même par principe passeport, histoire de dire. Et après, on rentre dans le bureau, la résidence. etc. T'as appelé qui en premier? Et tu lui as dit quoi? J'ai appelé mon père. Je lui ai dit, ah bah c'est moi. Et, c'est moi? Ouais, j'ai dit bonjour, c'est moi. T'as dit quoi? Et bah là, il s'est mis un peu normal. à pleurer de joie. Et qu'il était très heureux de me savoir libéré. Et qu'il me remerciait d'avoir tenu, je crois. J'imagine que depuis l'enlèvement, t'es plus le même homme. Qu'est-ce qui a changé en toi profondément? Alors je pense que je relativise beaucoup les petits problèmes. Alors c'est un peu paradoxal parce qu'à la fois je suis peut-être plus aigri aussi, donc plus irritable. Donc finalement les petits problèmes vont m'irriter, mais au fond de moi je le relativise aussi plus après. Ça dure encore 5 ans après ça? C'est profondément en toi ça ou... Alors oui, de manière profonde oui, mais après on est vite rattrapé par la vie quotidienne aussi qui nous rattrape comme tous. Hein. Bien sûr. Si tu devais retenir une chose positive de cette épreuve, une seule fierté. Tous les gens qui sont mis à découvrir ou redécouvrir la foi, parce qu'ils étaient démunis et qu'ils étaient très inquiets pour moi ou pour nous. Et une chaîne de solidarité, enfin de prière, en fait énorme, même dans le monde entier, en Australie, tout ça, enfin, à plein d'endroits. Ils ont prié pour vous. Des gens qu'on connaissait ou qu'on ne connaissait pas, et des proches qui ont parfois prié pour la première fois de leur vie pour nous. Julien, tu as un micro devant toi, il y a des gens qui nous regardent et qui vivent peut-être des choses compliquées dans leur vie, qui n'ont rien à voir avec un otage, hein, évidemment. C'est quoi le message que tu as envie de leur envoyer? Je leur dirais d'essayer de pas perdre espoir, même si c'est jamais simple, et de compter sur ses proches, qui, là, dans mon cas, ça aurait été les amis et camarades de détention, qui aident à soutenir et de faire confiance au destin et à Dieu, en fait, de toujours avoir espoir dans l'avenir. Souvent, on espère que le futur est plus positif après une épreuve difficile, et les épreuves permettent au moins de se renforcer. C'est très bateau, mais ce qui ne tue pas rend plus fort. Et ouais, la difficulté de la vie aide toujours sur le long terme. Si tu avais un message à faire passer aux ravisseurs, évidemment, ils ne nous regardent pas, ils en ont absolument rien à foutre, mais qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Ils ont quand même fait du mal à moi, à mes camarades, et en fait surtout à nos proches qui ont souffert énormément de ça, et de ne pas en avoir conscience. Un message aux chrétiens qui sont persécutés dans le monde et que tu as voulu aider pendant de nombreuses années. Malheureusement, depuis, là ça fait maintenant 5 ans, hein, l'enlèvement, la situation s'est vraiment pas améliorée, particulièrement en Syrie. En Irak, c'est pas mieux. Donc je leur souhaite d'arriver à garder aussi l'espoir et de rester
de rester sur leur terre, et pour ceux qui sont partis, de continuer quand même à garder leur tradition et leur foi, et d'être dans une démarche peut-être de retourner sur cette terre quand ce sera possible en vue du contexte géopolitique. Et un message aux gens qui t'ont soutenu et qui ont attendu ton retour hyper longtemps, parce que 66 jours, pour toi c'est très long. J'ai touché du doigt, et pour les autres c'est très très long. Pour ceux qui sont croyants, qui sont un peu redevenus, remercie d'avoir prié. Et pour ceux qui ne le sont pas, merci pour leurs pensées aussi, où ils ont peut-être des proches, ont aidé d'autres proches, se sont entraînés aussi pour... je ne pouvais pas aider grand monde à ce moment-là. Donc merci d'avoir aidé, et merci d'avoir tenu aussi, parce que alors, je ne me le matérialise pas vraiment, mais je me rends compte un peu depuis que c'était aussi pas facile pour eux. Ouais. Et enfin, le dernier message, il sera pour tes collègues qui ont été enlevés avec toi. Vous parlez encore, j'imagine? Alors oui, les deux Français, surtout avec l'Irakien beaucoup moins, mais on est toujours en très bon terme, on est amis. D'ailleurs, on se retrouve pour fêter les 5 ans de la libération. Malheureusement, la vie fait qu'on est assez éloignés, mais on a à cœur de se retrouver quand même s'il faut des heures de train pour cet événement-là. Merci beaucoup. Ton Merci histoire à est vous. celle d'un homme qui a touché l'enfer du doigt, on peut le dire, mais qui est revenu plus fort, et on peut qu'admirer ça. Ce que tu nous dis aujourd'hui, c'est que même dans l'obscurité, il y a une lumière. C'est ça. On peut dire ça. Donc merci pour cette leçon de vie. J'espère que ça vous a plu. Rendez-vous la semaine prochaine pour un thème un petit peu différent, même beaucoup différent. N'oubliez pas de vous abonner, on ne le dira jamais assez, ça coûte rien, ça prend un clic, ça prend 3 secondes. Bonne journée. Merci Julien. Merci.